L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Sabari FM, vous êtes bien dans votre émission Comprendre l'actualité qui vous parvient tous les jours du lundi au vendredi quand il est 16h à travers bien sûr la 97.3. Avec la même fréquence, vous nous pratiquez à Sigiri, Kankan, Kindia, en forêt, précisément à Zérékoré, à travers bien sûr Pacifique FM. À l'international, il suffit de taper www.sabarifm.com et vous êtes en direct dans cette émission. Pour ce jeudi 8 novembre 2018, actualité oblige, nous parlons de ce conglomérat de crise dans lequel la Guinée est engluée depuis un certain temps. Il s'agit précisément de cette crise politique, mais aussi syndicale. Comme vous le savez, l'école guinéenne ne fonctionne pas normalement et sur le plan politique, les villes mortes et autres marches s'enchaînent. Les conséquences, nous les connaissons tous. Ce sont des blessés et des morts d'hommes. Pour parler de tout cela et ce qu'il faut surtout faire pour sortir la Guinée de cette crise qui ne fait que s'enliser, nous avons invité sur ce plateau Dr Sékou Kouressi Kondé, ancien ministre de la Sécurité. Il est actuellement le directeur exécutif de African Crisis Group, mais aussi président de la CANEG. Entendez, convention des acteurs non étatiques de Guinée. Comprendre l'actualité. Bienvenue dans cet autre numéro avec les experts de la maison. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Sabari FM, vous pouvez nous suivre aussi à l'international en tapant www.sabarifm.com et vous êtes bien sûr en direct dans cette émission. À la technique, Fodé Camara, au cadrage, Lamine Sissé. Côté expert, j'ai à mes côtés Aboubakar Kondé. Oscar, bonsoir Oscar. Bonsoir Makissa, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à notre invité. Bonsoir Emmanuel Boboy Béavogui. Bonsoir M. Makissa, bonsoir également Dr Kouressi. Bonsoir. Je vais dire bonsoir à notre invité. Merci, bonsoir. C'est Dr Sékou Kouressi Kondé. Je le disais tout à l'heure, docteur, actualité oblige. On vous a vu aujourd'hui très tôt ce matin au domicile du chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que vous êtes allé apporter à ce politicien? Je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation et vous dire et vous demander de continuer à stimuler la paix, à encourager le dialogue et à favoriser les échanges, l'acceptation mutuelle. Oui, nous sommes depuis un certain temps confrontés à une sorte d'escalade de la violence dans notre pays. Du côté des manifestants et des manifestations, nous enregistrons des morts d'hommes, des blessés graves, sans compter les dégâts collatéraux. Mais ce qui est préoccupant, c'est une sorte d'indifférence globale de la société active face à cette situation. Nous avons 100 morts signalés ou 101 morts signalés, oui. C'est quand même gravissime. Oui. Et dans un pays qui n'est pas en guerre, dans un pays qui n'est pas frappé par la rébellion, par les menaces terroristes, activement, mais entre nous, comprenez bien, entre Guinéens, nous sommes en train d'ériger notre pays en champ de bataille. Et malheureusement, les innocents qui tombent, que ce soit du côté des civils que du côté des forces de l'ordre, démontrent à suffisance qu'il y a une sorte d'incapacité de l'État à prévenir et à gérer la violence
publique. Alors, il y a eu avant-hier des morts, des dégâts sont signalés un peu partout. Donc, aujourd'hui, l'opposition républicaine... Et même hier, docteur. Et même hier. Donc, tous les jours, nous sommes dans une sorte d'escalade, mais c'est incroyable. La ville de Conakry est paralysée, les cadres retiennent leur souffle, on en discute dans les cafés, dans les bureaux, dans les salons, il n'y a pas d'initiative citoyenne regroupée, il n'y a pas de mobilisation contre la violence, et ça nous préoccupe. Et par rapport à ça, et puisque l'opposition devait lancer, ou en tout cas engager, une autre marche aujourd'hui, j'ai estimé qu'il était de notre devoir en tant que citoyen d'aller vers les acteurs potentiels concernés. J'ai rencontré effectivement le président de l'UFDG par amitié. Je l'ai rencontré parce qu'il est un acteur clé de la vie politique nationale. Oui. Je l'ai rencontré parce qu'il est quand même la deuxième personnalité politique de ce pays, pour lui dire, encore une fois, que ce qui se passe aujourd'hui doit sortir d'un cadrage ethnique et même d'une considération politique pour être situé dans un contexte socio-culturel. Les gens sont gênés, les gens sont dérangés, les gens sont frustrés, les gens sont désabusés. Il est important que la classe politique se ressaisisse. Qu'est-ce que nous pouvons dire au gouvernement? Qu'est-ce que nous allons dire au président de la République? Parce que c'est à ce niveau qu'il y a la solution. C'est au niveau du gouvernement et du président de la République qu'il y a la solution. Mais du côté de l'opposition, nous avons souhaité entendre raison pour dire vous marchez, vous ne marchez pas. On a l'impression que la Guinée, Conakry est déjà habituée à ça. Alors, attendons de trouver une solution qui puisse diminuer la tension et favoriser le dialogue. Et justement, docteur, beaucoup estiment que votre présence aujourd'hui, aux côtés du chef de file de l'opposition, a apporté un bémol au niveau, disons, de cette formation politique, ce qui a fait d'ailleurs qu'il s'est abstenu de sortir. Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr. J'ai toujours été auprès de tous les acteurs, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient de la mouvance, qu'ils soient de l'opposition. Et j'ai toujours trouvé auprès de mes différents interlocuteurs l'expression d'une volonté de dialogue. Alors, il faut les encourager à aller dans ce sens. Je connais El Hadj Cellou Dalein Diallo personnellement. Nous avons travaillé dans le même gouvernement. Je suis très fier des résultats politiques auxquels il est parvenu. Oui. Mais lorsqu'il y a difficulté, lorsqu'il y a menace, il faudrait que la Guinée et les Guinéennes et les Guinéens fassent preuve de solidarité. Et c'est dans ce sens que je suis venu voir. Je n'ai pas autorité à peser sur sa décision, ni sur la décision de son staff ou de son parti. J'ai voulu témoigner par ma présence, ma compréhension, et les amener, attirer son attention sur la nécessité de faire la paix par le dialogue et la reconnaissance des droits. Je vais finir par dire ceci. Lorsque vous écoutez El Hadj Cellou Dalein Diallo, ce n'est pas la compréhension que nous avons. Quand la compréhension générale qui se dégage, on pense que c'est une question ethnique, que c'est une question politique, mais la question est essentiellement juridique. Il a des argumentaires juridiques, il a des démonstrations juridiques, il demande le droit et il faut que les accords soient respectés. Alors, dans quelles conditions, dans quel contexte, dans quel environnement, c'est ce que nous devons chercher à poser. Et justement, docteur, quand vous lui avez livré le message, qu'est-ce que lui, en réponse, il vous a dit, en quintessence? La quintessence de ce qu'il vous a dit. J'ai senti qu'il était tout disposé à dialoguer. Malgré tout ce qu'il dit publiquement, il ne dialogue plus avec ce gouvernement. Dialoguer sur quelle base? Sur la base de ce qu'ils ont signé ensemble. Il se sent trahi, il se sent, je dirais même, mis en difficulté par rapport à ce que lui, il a promis et par rapport à ce que les autres ont promis. Quelqu'un qui a été candidat aux élections présidentielles
au deuxième tour 2 fois de suite, avec les résultats que nous connaissons, premièrement. Et deuxièmement, les élections législatives, les élections communales du 4 février dont il est question, il faut reconnaître que l'UFDG a quand même présenté un bilan et un résultat plus qu'honorable. Parce que si on parle de Dubreka, on parle de Matoto, on parle de Kindia, c'est parce qu'il y a une sorte de rivalité. C'est parce qu'il y a une sorte de concurrence. C'est-à-dire que si la mouvance présidentielle avait gagné sur l'UFDG à 85%, il n'y aurait pas de discussion. Oui. C'est parce que ces deux partis sont arrivés coude à coude. Coude à coude. Les deux partis sont à rang serré et presque en ballottage dans la plupart des cas, qu'il y a une question juridique, une question d'arbitrage qui se dégage. Alors, docteur, vous l'avez dit qu'à l'écouter, on a l'impression qu'il a un problème plutôt juridique que politique. En ce moment, est-ce que c'est la stratégie qu'il faut? Et la stratégie dont on est en train de voir aujourd'hui sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le réclame plus de justice que des questions politiques. En ce moment, est-ce que c'est appelé à des manifestations ou à des journées ville-monte qu'il faut pour que le problème juridique soit résolu? Le soubassement de la démocratie, c'est la justice. Le soubassement du processus électoral, c'est le droit, c'est la justice. La justice est un élément fondamental de la vie des sociétés. Qu'il demande justice, cela est tout à fait normal. Alors, s'il n'a pas ce qu'il demande, et si la justice elle-même ne lui répond pas en toute transparence et en toute indépendance, en tout cas de façon à le rassurer, et qu'il fasse preuve d'engagement s'appuyant sur ce que la Constitution autorise, c'est-à-dire les manifestations, je pense que cela est tout à fait logique. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal, est que cela tourne en une sorte de guérilla urbaine et que nous soyons à 100 et quelques morts. C'est ça qui n'est pas normal. D'accord. Justement, docteur, vous parlez de guérilla urbaine. Mais selon vous, qui est responsable de cette guérilla? Parce que aujourd'hui, disons, comme on le dit le plus souvent, ces acteurs politiques sont comme des stars. À chaque fois qu'ils prononcent une phrase, disons, leurs militants les suivent à l'aveuglette. Et nous savons que notre société est presque composée de 70% d'analphabètes. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, l'opposition, elle aussi, a sa part de responsabilité dans ces tueries, dans ces cas de blessés que nous enregistrons à chaque fois? Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de plus de 100 morts. Nous avons tous une part de responsabilité. Moi, j'interpelle les cadres guinéens à tous les niveaux. Il ne faut pas laisser la classe politique s'emparer de notre souveraineté, s'emparer de notre histoire et s'approprier notre avenir. Nous avons, nous aussi, quelque chose à dire. Lorsqu'il y a 100 morts, on n'est plus dans un phénomène normal. Et moi, je pense que la responsabilité, il ne faut pas la chercher ailleurs. C'est l'État. Mais c'est clair. Dans tous les pays du monde, la gestion, la stabilité, la sécurité des biens et des personnes est du domaine de l'État. Et lorsqu'il y a 1 mort, 2 morts, 80 morts, 100 morts, c'est qu'il y a une faiblesse de ce côté-là. Oui. Et c'est de ce côté qu'il faut indexer. Et c'est ce côté qu'il faut rassurer, c'est ce côté qu'il faut parfaire. Et moi, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Donc, vous avez parlé de l'incapacité de l'État, certes, mais du côté de l'opposition également, parce que nous avons écouté un propos de El Assirou Dalein qui disait qu'il est en face d'un État purement sauvage, excusez-moi le terme, mais c'est ce qu'il a tenu. Plus d'1 jusqu'à 100 morts, je crois que c'était trop. Est-ce que ce que vous avez pu faire aujourd'hui, surtout, est un acte, qu'on le dise ou pas, très salutaire, salvateur? Annuler la marche d'aujourd'hui, parce que déjà, il y avait de l'électricité dans l'air. Dans ce cas, ce qui a pu être fait aujourd'hui, est-ce que si on le tentait auparavant, est-ce qu'on en est arrivé à 100 morts aujourd'hui? Monsieur Condé, moi je me sens en parfaite harmonie avec vous, mais qui d'entre nous a la possibilité et le pouvoir de changer tout ça d'un clin d'œil? Il faut se dire la vérité.
c'est le, faut que les deux bords. c'est le premier magistrat de la République. C'est le président de la République. C'est le chef de l'État. C'est le père de la nation. Il faut avoir le courage de dire les choses. Si nous voulons aider le professeur Alpha Condé aujourd'hui, si nous voulons vraiment l'aider, c'est le dire qu'il y a une atmosphère d'instabilité. Il y a une préoccupation quant à la cohabitation, la coexistence des communautés. Il y a un mélange de genres entre le politique et le social. Les accords qu'ils ont signés et les désaccords qu'ils ont constatés sont exactement le résultat d'un manque de confiance entre l'État et les citoyens, entre l'État et les acteurs sociaux, entre l'État et les corps intermédiaires. Je n'ai pas vu de geste fort de la part du président de la République, le chef de l'État. Je n'ai pas vu de geste fort qui soit de nature à calmer, à rassurer. Alors, lorsque tes interlocuteurs se sentent toujours dribblés, se sentent toujours roulés dans la farine, se sentent toujours considérés un peu comme des ignorants, finalement, quelque part, ce n'est pas le chef de l'opposition ou le chef du parti qui réagirait comme ça, mais un autre dirait, mais écoutez, finalement, ça ne rime à rien, ça ne porte à rien. Moi, je pense que nous avons la solution. Aujourd'hui, j'ai rencontré la cellule d'Alain Diallo. Avant lui, j'ai rencontré d'autres éminentes personnalités de la mouvance. Et je n'ai jamais constaté qu'il y avait une intention de violence ici ou là. Ce que je regrette, c'est l'interprétation que mes compatriotes guinéens font. Ils veulent toujours qu'on donne tort à l'un ou raison à l'autre. Mais ce n'est pas et généralement, celui qui est en position de faiblesse. En position de faiblesse, il a tort, il ne devait pas faire ça. Celui qui perd aujourd'hui, c'est la maman, le père, la famille de l'innocent qui est couché là, qui ne se réveillera plus, et qui est un Guinéen, qui aurait pu être un chef d'État, qui aurait pu être un ambassadeur, qui aurait pu être un directeur, un enseignant. Mais il ne le fera pas. Quelqu'un disait aussi qu'il n'y aura pas tous ces morts-là si toutefois l'opposition ne demanderait pas peut-être des marches pacifiques. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, je dis, dans ces conditions, commençons le dialogue. Dans ces conditions, acceptons les résultats, le dialogue pendant qu'il y a un déficit extrême de confiance entre les deux bords. Nous, notre travail en tant que citoyens, en tant que société civile, c'est la construction du dialogue par la restauration de la confiance. Heureusement, fort heureusement, je dis encore une fois, commençant par le gouvernement, les partis politiques, les institutions républicaines, je n'ai jamais essayé de rencontrer ou voulu rencontrer un d'entre eux et qu'ils disent « c'est Kouressi, je ne veux pas le voir ». Dieu merci. Au même moment, j'essaie de dire ce que je pense en âme et conscience. Je peux me tromper. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Mais je ne veux pas tromper quelqu'un. Je dis, ce qui se passe aujourd'hui est pratiquement, est très difficile à regarder, certainement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce que les générations à venir vont en tirer comme leçon et comme conséquence. C'est ça qu'il faut craindre. Donc, si l'opposition n'a aucune possibilité de se faire entendre, aucune possibilité de se faire accepter, aucune possibilité de se faire comprendre, peut-être que l'opposition s'appuie sur un autre outil que lui confère la Constitution, qui est le droit de manifester pacifiquement. Mais puisque dans le contexte guinéen, ce droit de manifester politiquement se noie dans la réaction sociale et ethnique, voilà la confusion du genre. Je reviens toujours sur la responsabilité, disons, des différents partis politiques, que ce soit maintenant de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Il y a aussi que, c'est pas si vous faites la même observation, les acteurs politiques n'éduquent pas leurs militants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous dites grève, les gens ne savent pas ce que c'est que grève. Ils pensent que c'est aller bloquer la route, brûler des pneus, s'attaquer aux passants. Est-ce que là aussi, vous vous êtes investi en tant que Crisis Group pour vraiment essayer d'en parler avec les acteurs politiques? Oui, tout à fait. Nous ne faisons que ça. Nous avons essayé de rencontrer les acteurs, les militants, les citoyens sur le terrain. Il y a des facteurs et des cofacteurs. Ce phénomène est social. La pauvreté entraîne beaucoup de choses. Écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas contester
au président de la République, le professeur Alpha Condé, la volonté de développer la Guinée. Nous en avons des preuves. Il y a le courant, on connaît l'effort que cela représente pour la Guinée. Ne serait-ce que ça. Mais au même moment, il y a moins d'efforts que nous constatons quant à la fédération, la fédéralisation, le rapprochement des communautés, des partis politiques, des associations. Tout se déconstruit sous nos yeux. Les gens ne s'entendent pas, les gens ne se comprennent pas. Et lorsqu'il y a un mort, on est comme indifférent parce que c'est l'autre. Mais il y en a 100 là. C'est-à-dire que les Guinéens, sans aucune guerre, avec tous les bénéfices, avec toutes les bénédictions de nos parents, nous sommes en train de déconstruire notre propre société, tout simplement parce que nous considérons que c'est la politique. Donc, moi, je considère que la violence est de la responsabilité du violent. La responsabilité criminelle est d'abord individuelle. La responsabilité pénale est individuelle. Nous devons faire de la prévention. Nous devons travailler quand il n'y a pas la manifestation. Nous devons encadrer les manifestations. Nous devons avoir le courage de faire réunir les acteurs qui autorisent la manifestation et leur dire, écoutez, nous allons accepter la manifestation, mais voilà comment la manifestation se passe. Il y a un amalgame, il y a une véritable confusion des gens dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je vais dire un mot et j'en finis là-dessus. Lorsqu'on a parlé d'une balle sur le véhicule de El Hadj Seloud Alain Diallo, il n'est venu à l'idée de personne, à l'esprit de personne, que le président Alpha Condé veuille dire à quelqu'un tirer sur lui. Jamais. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe. C'est comme de l'autre côté aussi, que dans les manifestants ou bien les partisans des partis de l'opposition, que leur leader aussi ne peut pas leur dire allez attaquer aussi mais les pas du tout. citoyens. Je dis qu'il y a des choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Alors, maintenant, docteur, ce qui se passe maintenant, tout ce qui a été dit et tout ce qui se passe maintenant sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'un autre dialogue aussi serait possible entre les deux bords, c'est-à-dire l'opposition et la mouvance, et qu'il y ait une garantie pour le respect de ces dialogues? C'est la justice. C'est la justice. C'est l'intervention imminente, immédiate, rapide du ministre de la Justice, des institutions républicaines, pour constater les pièces fournies par les différentes parties, les accords signés par les différentes parties, pour leur dire, mais respectons ça ou trouvons la forme qu'il faut. Il faut éviter qu'un Guinéen se sente de toutes les façons perdu, qu'il se sente de toutes les façons abandonné. Je n'ai pas les moyens. Ça se passe souvent dans certains pays africains. Mais, et puis ça dure, et puis ça dure. Et lorsqu'on ne peut rien, on sait que de toutes les façons, on ne m'écoutera pas, on se cherche d'autres moyens. C'est ce qu'il faut éviter. Il est de la responsabilité des partis politiques. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat des accords intervenus récemment quand partage des communes entre la mouvance et l'opposition. Au demeurant, nous avons dit que cet accord n'était pas bon. La société civile l'a dit. La classe politique s'est imposée et a imposé cet accord-là. Et la désignation des représentants de nos villages, de nos quartiers et de nos communes ne peut pas se faire sur la base des dictées ou des dictats venus de Conakry, des quartiers généraux, des partis politiques. Nos parents ont leur manière de choisir, de désigner sur la base de mécanismes que eux-mêmes ils connaissent, des mécanismes multiséculaires. Aujourd'hui, on veut leur dire, pour être le représentant de mon village à moi, il faut que tu sois d'un parti politique. Alors qu'initialement, il faut que tu sois de cette famille, il faut que ton intégrité soit connue, il faut que tes démarches, tes alliances entre ton village et le village d'à côté soient assurées et garanties. Il y a des conditions et des critères qu'on n'a pas vus. La photographie électorale de la Guinée est ethnique. Malheureusement, c'est comme ça. L'ignorer, c'est mettre le pays en danger. Aujourd'hui, la justice doit reprendre son rôle immédiatement et sans passer par des intermédiaires, ramener les différents dossiers au niveau du comité de suivi. Et l'opposition n'a plus confiance à cette justice. C'est cela aussi le problème. L'opposition est à la solde du gouvernement, la mouvance présidentielle. L'opposition en question, ce sont des Guinéens. Nous nous connaissons tous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec les enseignants du SLEC.
tout commence par les relations personnelles. Tout commence par les relations humaines. En 60 années d'indépendance, nous n'avons plus le droit de dire c'est les Blancs, les Français ou les colons qui nous ont... On est sortis de là. Nous avons compris une chose, c'est que l'Occident ne nous développera pas. On a compris ça. On a compris que l'Occident a toute la science, tous les moyens et tous les outils pour nous sous-développer. Mais ils n'ont ni l'intelligence, ni les moyens, peut-être même pas la volonté, de nous développer. Alors, développons-nous. Et la seule manière de se développer, puisque Dieu nous a donné de la richesse naturelle abondamment, la démographie croissante, ce qui nous reste, c'est de nous entendre, de nous accepter pour vivre bien et vivre mieux. Alors, la restauration de la confiance est possible parce que nous nous connaissons. Personne d'entre nous ne peut dire « Je suis en Guinée aujourd'hui, je suis chef de file, je suis chef d'entreprise, je suis ministre, je suis ambassadeur, mais personne ne connaît ma famille. Je ne suis mélangé à personne. » Vous appelez aujourd'hui un Guinéen un Peul. J'ai posé la question la dernière fois. Qui n'est pas Peul en Guinée? Qui ne l'est pas? C'est-à-dire, si ce n'est pas toi, c'est ta marâtre, c'est ton cousin, c'est ton oncle, c'est ton ami. Qui n'est pas Soussou en Guinée? Mais qu'on nous sorte de ce débat-là, bon Dieu, qu'on rentre dans le domaine de la justice et du droit, et que le président de la République soit le meilleur arbitre de cette restauration de la citoyenneté et de la confiance. Docteur, nous revenons toujours à ces cas, à ces terribles cas de mort que nous enregistrons, d'ailleurs 100 et quelques, c'est déjà trop. Est-ce que vous avez essayé d'échanger avec le chef de file de l'opposition pour trouver une stratégie d'arrêter les marches ou manifestations pour ne pas qu'on enregistre des cas et proposer d'autres, en tant qu'acteur de la société civile, de proposer d'autres alternatives? Voilà, d'autres alternatives. La seule alternative, ce que je suis en train de dire et redire. Mais vous l'avez dit quand même, s'il pouvait accepter d'arrêter des manifestations, des villes mortes. Mais je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Et à quelle a été sa réponse? Mais si vous me demandez aujourd'hui de tirer les leçons de ces centaines, de cette centaine... Absolument, oui. Si vous me demandez aujourd'hui, c'est l'État. Quel que soit là celui d'Alain Diallo, il n'a pas une armée. Il n'a pas un corps paramilitaire. Qu'est-ce que je vais lui demander? Mais il draine des centaines de milliers de militants derrière lui. Et deux fois qui sont incontrôlables. Alors il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Au lieu de débaucher ses partenaires, au lieu de reprendre ses collaborateurs, mais parlons avec lui. C'est-à-dire que il y a des préjugés qu'il va falloir éviter. Lorsque quelqu'un a été 2 fois au 2e tour des élections présidentielles, capable de sortir 1 million de personnes dans les rues, il est guinéen comme nous. Et vraiment, pour moi, ce n'est pas n'importe qui. Il peut se tromper, on doit pouvoir le dire. Mais pourtant, je crois, avec ce statut, il y a eu des privilèges. Parce que déjà, il y a eu, d'abord, on a érigé peut-être... son parti, son statut là en chef de file de l'opposition, menu d'un budget, d'un véhicule de commandement. Je crois que ce sont les privilèges qu'il a obtenus par rapport à tout ce qu'il a eu dans ces dernières élections. Bon, ça, vous pensez que cela tout ceci est insuffisant? Je n'en sais pas grand-chose. Et ce que je sais, c'est que en 2010, moi j'étais secrétaire général du Conseil national de la transition. Il y a eu des élections. Il y a eu un premier tour et un deuxième tour. Au premier tour, là, celui d'Alain Diallo avait une longueur d'avance que le professeur Alpha Condé a rattrapé et gagné au deuxième tour. J'ai l'impression que la cellule d'Alain Diallo ne s'est pas senti rassuré et apparemment n'a jamais accepté le traitement dont il a été l'objet, dont il a fait l'objet depuis ce jour, premièrement. Et deuxièmement, que nous tous, surtout le président de la République, nous n'avons pas eu cette capacité de fédérer les Guinéens pour dire aux perdants, tu n'as pas perdu, tu as la loi avec toi, tu as ta place dans la société, tu n'es ni exclu ni discriminé. Et nous n'avons pas pu le faire. Ceux qui ont les moyens de le faire ne l'ont pas fait. Ceux qui ont la possibilité et la responsabilité de le dire, nous, société civile, nous ne l'avons pas dit, et l'escalade a continué. Aujourd'hui, l'alignement politique en Guinée est ethnique. L'offre politique en Guinée est ethnique. Dans un pays naturellement composé de 4 régions, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que l'État déploie les moyens, et de gros moyens, pour faciliter
le dialogue, restaurer la confiance. Il faut que les services paramilitaires qui sont chargés des forces de l'ordre, qui sont chargés du maintien de l'ordre, utilisent le renseignement, l'information, la dissuasion, mais pas la répression sur le terrain. Les jeunes qui manifestent aujourd'hui avec des cailloux, certainement c'est dangereux et ça deviendra de plus en plus dangereux lorsque nous pensons que c'est le corps à corps qui est la réponse. Ce n'est pas ça. C'est aller socialement au fond du problème. C'est voir leurs parents, c'est voir leur famille, c'est voir leur communauté, les sages de différentes communautés, et faire de ce problème, en d'autres temps, une préoccupation. Pour que, lorsque la question va se poser, nous soyons en mesure de dire, mais nous avons déjà fait ça, nous avons déjà fait ça, nous avons déjà fait ça. Mais il ne s'agit pas de changer de langage parce que tu es du côté de l'opposition, du pouvoir, et avoir un langage dur lorsque tu es du côté de l'opposition. Docteur, je crois que vous êtes bien placé. Docteur, en l'espèce, puisque vous pensez que c'est, disons, toute cette responsabilité revient au président de la République. C'est tout à fait logique, mais en l'espèce, qu'est-ce qu'il peut dire ou qu'est-ce qu'il peut faire? C'est une très très bonne question. Oui. C'est une excellente question parce que en 8 ans, les autres ont l'impression que les accords ne sont jamais respectés. Donc il y a une crise de confiance. Il faut que d'autres acteurs de la société civile interviennent. Il faut que des personnes de bonne volonté interviennent. Parce que quoi que l'on dise, El Asselou Dalein Diallo, les membres de son parti ne diront jamais « personne ne rentre ici ». Nous avons accès à eux de toutes les façons. Mais sur quelle base? Sur la base de ce que l'État va proposer. C'est même pas ce que la mouvance va proposer. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est ce que l'État peut proposer en termes de restauration de la confiance. Ce qu'on appelle les gestes forts, les gestes rassurants pour le dépassement. Pour le moment, encore une fois, sur la base des leçons que j'ai tirées de mes échanges d'aujourd'hui, il y a la justice, il y a le contenu des accords, il y a le contenu des différents arrangements entre les différents partis politiques qui n'ont pas été respectés. Et que la justice peut respecter. Moi je dis, ce qui a été déjà dit par la justice, on ne peut pas revenir sur ça. Mais la justice doit en tenir compte. Mais ce qu'ils ont conclu entre eux, en dehors de la procédure judiciaire, en dehors du programme de l'environnement judiciaire, mais qu'ils se le disent et qu'ils se respectent. Docteur, je voulais dire, parlant maintenant de la résolution de ces perpétuelles crises qui minent vraiment le pays, est-ce que la société civile n'est pas mieux placée pour faire des propositions de solutions à l'État, afin que l'État peut-être puisse faire faire des financements pour exécuter ces propositions de la société civile? Comme vous l'avez dit, allez peut-être voir les familles, les communautés, les sages de ces jeunes qui font parfois des violences avec les forces de l'ordre et parfois il y a des suites de mort. C'est une très bonne idée. Mais il se trouve que, pour votre information, autant la classe politique, le personnel politique est déconstruit, autant la société civile, les organisations de la société civile sont dans les mêmes conditions. Ah, absolument. C'est visible. C'est même palpable. Alors, il faut que les populations, il faut que les cadres s'en rendent compte. Aujourd'hui, tu ne peux pas mettre 3 à 4 structures ensemble pour dire une seule et même chose. Lorsque vous constatez ça, et puisque la société civile, c'est chacun de nous, c'est l'ensemble des citoyens, c'est l'ensemble des catégories non étatiques sur le territoire national, il faut que chacun de nous se rende compte qu'il y a effectivement une menace, que la Guinée n'a jamais été autant divisée qu'aujourd'hui, et que le repli identitaire, le repli ethnique n'a jamais été fort dans notre pays, et puis sans justification, sans aucune explication. Nous sommes en train de nous entraîner dans ça, parce que les cadres ne veulent pas en parler, chacun craint évidemment quelque chose, et d'autres sont des va-t-en-guerre qui se disent de toutes les façons, on ne gagnera rien, il faut avancer, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. D'accord. Docteur, moi, je voulais au moins poser une autre question qui n'est pas liée un peu à la politique. C'est par rapport aux différentes démarches que vous avez entamées, je crois, la semaine dernière, pour essayer de rapprocher également le gouvernement et les syndicats du système éducatif. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Est-ce que... Non, parce qu'il y a des efforts collatéraux, bien sûr. Est-ce que ce qui se passe entre le SLEG et le gouvernement a
un impact aussi de ce qui se passe au niveau de l'opposition également. C'est-à-dire l'opposition et le gouvernement, est-ce que ça a un lien réellement? Parce que déjà, vous avez essayé d'écouter les mêmes les personnes différentes. Je n'ai pas senti ça. Je n'ai pas eu cette impression. Parce que déjà le gouvernement a envie de croire que le SLEG est soutenu par l'opposition. Je dis, pour ma part, je ne l'ai pas constaté. Et croyez-moi, je suis citoyen guinéen. Je me sens habité par une responsabilité d'indépendance intellectuelle sur la base de mon éducation. Je peux me tromper, mais je ne veux pas tromper. Et je ne trompe pas. Je pense que le devoir de vérité est de la responsabilité de chaque Guinéen aujourd'hui. Je n'ai pas constaté auprès des organisations syndicales un soubassement politique. C'est vrai, il y a des interrogations. J'ai des interrogations personnelles. Nous en parlerons. D'accord. Bobé Biavogui, tu avais une autre question liée surtout à ces mouvements politiques. Bon, toujours parlant de ces mouvements politiques, on voit que c'est vraiment un manque de confiance maintenant entre ces acteurs politiques. Et c'est même un problème, comme le docteur le disait, ethnique. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour remédier à cette situation ethnique qui est en train de prendre de l'ampleur? Et d'ailleurs, pour étayer peut-être sa question, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé tout à l'heure de repli identitaire. Parce que c'est extrêmement grave. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que tout est en train d'être ethnisé? Et qu'est-ce qu'il faut vraiment pour sortir les Guinéens de ce marasme-là? Cette pensée ethnique, régionaliste. Ouais, dès que vous parlez à quelqu'un, ce n'est pas ce que vous lui dites qu'il voit, mais il voit. Moi, j'en sais quelque chose. Voilà. Moi, j'en sais quelque chose. Voilà. Comment qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vraiment extirper les Guinéens de cette façon de penser, de cette façon de travailler? Vous savez, lorsque nous sommes en face de vous, les journalistes, vous avez tous les droits, nous avons tous les devoirs. Sinon, j'allais vous demander exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour nous sortir de cet enclavement ethnique, de cette méfiance? Ceux qui n'ont pas le courage de le dire le savent. Ils évitent de le dire par manque de courage. Ouais, c'est une phraseologie, mais c'est comme ça. Notre pays a une chance énorme. Nous avons une longue et difficile histoire. Et nous avons des moments glorieux dans notre histoire. Et ce qui se passe sous nos yeux est contraire à tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la République. Je retiens une citation d'un des sages que je fréquente. Je ne l'ai pas vu ces derniers temps. C'est Elhaï Sékou Yaya Bari. Il m'a dit, Monsieur Gouressi, à supposer que nous, vos papas, fondateurs de la République, que nous, on voulait une Guinée divisée en plusieurs ethnies. Mais il n'y aurait pas eu de République de Guinée. Et le blanc serait content de voir parmi nous qu'il y a un groupe, donc les forestiers qui veulent la République de la forêt, et la Basse-Côte voulait la République de la Basse-Côte, et le Fouta qui voulait la République du Fouta, et le Mandin qui voulait la République de la Haute-Guinée. Il dit, nous nous sommes battus de tous les côtés, quelles que soient les tendances, que tu prennes le BAG, le RDA, chacun voulait accéder à l'indépendance. Alors, est-ce qu'il faut dire qu'il faut en quelque sorte éliminer ces partis politiques? Il ne s'agit pas d'éliminer les partis politiques, il s'agit de conscientiser. Il y a un travail citoyen à faire à la base. Il y a une vaste campagne de sensibilisation de tous les jours pour montrer aux Guinéens que nous sommes des Guinéens avant tout. Et pour résoudre ce phénomène dont nous parlons, on a parlé de 100 morts. C'est clair, oui. 100 morts, plusieurs blessés, et peut-être même d'un côté comme de l'autre. Si vous mêlez, si vous ajoutez les blessés et les morts côté force de l'ordre, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Très bien. Oui. Qui connaît parmi nous un seul coupable identifié jusqu'aujourd'hui? Oui. Personne. Personne. Alors, c'est ça l'inquiétude. Et je pense que c'est là, franchement, quelque part, l'opposition a raison. On peut donner raison à l'opposition parce que le gouvernement n'a fait aucun effort. C'est une préoccupation. Oui, heureusement, le gouvernement n'a fait aucun effort pour identifier. Heureusement, je peux vous signaler
qu'il y a des manifestations d'intention aujourd'hui qui vont dans le sens de la clarification. Depuis mon retour de Rabat la semaine dernière, ce que j'entends du côté du gouvernement et ce que je constate dans le traitement des choses... Vous faites allusion à cette dernière sortie, cette dernière injonction du Premier ministre, par exemple, qui est de nature à rassurer. La question, ce n'est pas de dire j'ai fait. Il s'agit de dire d'abord je vais le faire. La question, ce n'est pas de dire mais c'est entre eux là-bas. Non, c'est les bandits. Ou bien dire on ne connaît pas qui a tiré. Mais on connaît qui a tiré parce que on a tiré. Il y a un mort. Alors, il faut sensibiliser les populations tous les jours pour dire que l'énergie principale, la ressource principale que nous avons dans notre pays, c'est la population guinéenne dans son ensemble, unie et forte. D'accord. On parlait tout à l'heure de cette société civile qui évolue de façon disparate. Vous avez, c'est vrai, vous avez aussi vous êtes aussi à la tête d'une ONG, mais à dimension internationale, et vous évoluez ici comme ailleurs. Est-ce que aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, avec ce background de diplôme obtenu ailleurs, est-ce que vous vous investissez, ne serait-ce que pour vraiment ramener toutes ces personnes évoluant dans la société civile pour vraiment voir ou en tout cas agir d'une même foi? Je vais vous assurer que nous évoluons, African Crisis Group, nous évoluons en Afrique aujourd'hui avec beaucoup d'assurance. Et nous avons malheureusement moins d'assurance en Guinée et nous ne nous décourageons pas. Nous considérons, et je souhaite, que celui qui est le mieux placé pour nous aider et qui va nous aider. D'accord. Si tout le monde se mobilise, c'est le président de la République. D'accord. Il en a les ressources, il en a l'expérience, il en a le statut. D'accord. Alors, on observe une courte pause et on revient dans ce studio pour parler effectivement de cette crise syndicale à laquelle Condé faisait allusion tout à l'heure, juste pour observer la page publicitaire. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique de la société. Retour dans ce studio et vous êtes bien dans votre émission Comprendre l'actualité qui vous parvient tous les jours du lundi au vendredi quand il est 16h sur Sabari FM. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Notre invité du jour s'appelle Dr Sékou Kouressi Condé. Il est ancien ministre de la Sécurité, actuellement directeur exécutif de African Crisis Group, mais aussi président de la CANEG, entendez Convention des acteurs non étatiques de Guinée. Nous parlons de ces différentes crises qui aujourd'hui affectent dangereusement notre pays. Abakar Condé, on parlait tout à l'heure, disons, de cette crise, cette autre crise, la crise syndicale. Votre question? J'aimerais faire juste ouvrir une petite parenthèse pour que le docteur puisse nous répondre, parce que déjà il a été, vous l'avez souligné, il a été un ancien ministre ici de la sécurité. Alors, docteur, ma question c'est l'interprétation que vous faites par rapport aux mutuelles accusations des deux bords des protagonistes, c'est-à-dire l'opposition et le gouvernement. Il faut le dire comme ça. Oui. Quand l'État pense que les manifestants, l'opposition, les manifestants s'entretuent, et que de l'autre côté, l'opposition pense que ce sont les forces de l'ordre qui viennent tuer. Et aujourd'hui, plus de 100 morts, aucun coupable, ou bien même un présumé coupable, n'a été présenté, même si l'autre fois, de l'autre côté, le jeune grenier est en train de croupir du côté de Kindia. À la prison de Kindia. Alors, aujourd'hui, quelle interprétation pouvez-vous vraiment faire de cette situation, au moins pour nous amener à éclaircir un peu la situation? Parce que déjà, on parle d'enquête parlementaire, on parle d'enquête judiciaire, non, privée ou bien indépendante, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour trouver un coupable? Parce que déjà, ils s'accusent mutuellement. Oui, ils s'entre-accusent. Oui. Voilà. À mon avis, le problème aujourd'hui n'est pas de trouver un coupable. Le problème, c'est d'arrêter l'escalade. Et lorsque
ça ne va pas, lorsqu'il y a la maladie, on soigne la partie qui fait mal. Mal au pied, mal à l'oreille, mal à la tête. On soigne cette partie. La partie qu'il y a à soigner dans le fonctionnement actuel de l'État, c'est le maintien d'ordre. C'est cette partie qui ne marche pas bien. Donc le maintien d'ordre est le médecin donc? Non, c'est la société qui est médecin. C'est le malade qui est le maintien d'ordre. C'est la partie qui ne fonctionne pas bien. On a quand même 100 morts. Ou plus. Oui, plus de 100 morts maintenant. Et les images qui circulent sur la Guinée, et sur le maintien d'ordre en Guinée, sont des images choquantes. Mais il faut quand même, pour quelqu'un comme moi je connais la sécurité guinéenne. Je connais les braves hommes et femmes qui travaillent au niveau des services de sécurité en Guinée. Je connais leur capital d'expérience et leur niveau d'engagement, leur niveau d'entraînement. Il y a aujourd'hui dans le monde des Guinéens, des policiers guinéens qui travaillent au compte des Nations Unies, qui travaillent dans le maintien de la paix. Il faut encourager et développer le corps des policiers en civil. C'est fondamental. Le renseignement, l'information, le recoupement et dans la dissuasion, ce que le médecin appelle la thérapie. Je pense qu'il faut premièrement constater que nous avons échoué dans le domaine de l'expression de la dissuasion et de la prévention en matière de maintien d'ordre. C'est clair. Il faut l'améliorer. Pourtant, on dit que ce sont des armes conventionnelles qui sont utilisées. Toutes ces discussions n'ont aucun sens face à 100 morts. Et quel que soit le niveau d'appartenance des armes, même si ce sont les opposants qui s'entretuaient, c'est l'État. Là où nous sommes, dans les studios de la radio Sabari, c'est l'État. La mosquée Faisal, c'est l'État. Et l'hôpital Ignacidine, c'est l'État. La route Conakry-Kindia, c'est l'État. Donc, la question n'est pas de savoir de quel côté il faut situer la responsabilité. La question est de savoir de quelle manière l'État peut circonscrire, peut arrêter cette escalade de violence et de quelle manière. La manière, c'est l'étude minutieuse. La manière, c'est la prise en main et la prise en charge des services de sécurité, les services paramilitaires, les compartimenter, les responsabiliser, les doter de moyens nécessaires et les mettre au-dessus de la corruption, de la nervosité et qu'ils soient normalement qualifiés pour affronter la provocation extérieure. C'est vrai que, docteur, vous appréciez aujourd'hui, en tout cas, une bonne partie des policiers guinéens, mais dans ces derniers temps, nous avons assisté à des recrutements fantaisistes. On ne tient pas compte, disons, du niveau. Est-ce que là aussi, parce que souvent, l'opposition, on parle de bavure, est-ce que là aussi, tout ne part pas de ce niveau de recrutement des policiers? Parce que ne doit pas être policier qui le veut. Est-ce que là aussi, vous ne pensez pas que, disons, au niveau de recrutement, il y a vraiment des défaillances parce que c'est, disons, des relations, on ne tient pas compte tellement du niveau intellectuel de celui qu'on va recruter? Avant la réaction du docteur, je voulais préciser que beaucoup aujourd'hui la plupart de ces policiers sur le terrain sont, comme on appelle ça, communaux, ou je sais pas. En tout cas, ils ont la tenue, mais officiellement, les bénévoles, des bénévoles. Ils ne sont pas connus dans les registres du ministère de la Sécurité, mais ils ont peut-être une connaissance dans un commissariat de police de la commune quelque part. Ils ont une connaissance là-bas qui les dote peut-être de la tenue. Et s'il y a une activité sur le terrain à faire, l'intéressé part représenter son gars qui est caché derrière, et s'il y a des primes, ils se partagent. Mais si c'est pour exercer, celui qui a suivi la formation pour exercer l'activité sur le terrain, ce n'est pas lui qui est sur le terrain, lui il est assis peut-être à l'ombre quelque part, mais qui laisse ces communaux-là, ces bénévoles-là aller exercer. Moi j'ai fait des constats, j'ai fait des enquêtes sur ça, j'en connais beaucoup. Aujourd'hui ils ont des tenues, mais officiellement ils ne sont pas connus comme policiers en termes de recrutement. Des éléments fictifs donc au sein de la police. Le laxisme. En fait, on ne dit pas la vérité pour détruire. On dit la vérité pour aider à se dépasser, à se parfaire, à s'améliorer. Et à partir de ce constat, je dis encore une fois, si on présente le bilan de l'activité générale de l'État guinéen aujourd'hui, la partie que moi je considérerais comme la partie qui ne va pas bien,
c'est le corps paramilitaire dans son intervention en termes de maintien d'ordre. C'est dû à quoi? C'est lié à quoi? C'est une autre question. Mais je témoigne qu'il y a des hommes et des femmes bien qualifiés dans le dispositif des services de sécurité de la République de Guinée qui sont à même d'améliorer cette situation. Pour ce faire, il faut dépolitiser les regards. Il faut dépolitiser les messages. Il faut dépolitiser les comportements. Un fonctionnaire doit porter un point d'honneur à sa neutralité et à son objectivité. Il est fonctionnaire de l'État. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les cadres ne veulent pas s'exprimer. Puisque, écoutez, nous sommes dans une sorte d'incertitude. Les incertitudes en plusieurs compartiments. Fais attention pour ne pas heurter ton ethnie. Fais attention pour ne pas heurter ta communauté. Fais attention pour ne pas gâter tes chances. Fais attention pour ne pas perdre ton emploi. Et fais attention pour ne pas compromettre ta situation. Alors, il y a tellement de fais attention que globalement, les gens observent, ils ne disent rien. Mais moi, je ne désespère pas. Je ne désespère pas parce que j'ai une certaine connaissance de la Guinée. Ce peuple-là... Même ceux qui pensent que vous faites toutes ces démarches-là au niveau de la société civile pour encore avoir un décret présidentiel. Je ne pense pas sincèrement que quelqu'un veuille ou puisse penser à ça. J'ai dit, écoutez, un entraîneur a été sélectionné pour 10 ans pour entraîner une équipe. Il y a un joueur, un bon joueur, qui était sur le banc de touche pendant 8 ans. Il reste 2 ans. Alors, est-ce qu'il va le reprendre pour cette raison? Non, le problème n'est pas à ce niveau. Je ne chôme pas. Je ne suis ni nostalgique, ni rancunier. Ce que je fais aujourd'hui me passionne et je le partage. Et je suis accepté par toutes les tendances. Et tout ce que je pourrais faire pour aider le président de la République à ramener les choses du point de vue de la quiétude sociale, de la cohésion sociale et de la paix sociale, à ramener les choses dans leur juste proportion, je le ferai et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. D'accord. Docteur, pour clore cette première page, hier vous avez suivi, comme tous les autres Guinéens, cette série en tout cas de décrets lus à la télévision nationale, disons, on a meublé, disons, le cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Qu'est-ce que vous en avez vraiment tiré comme leçon? Oui, il y a de bons cadres au niveau du ministère de la Sécurité, ceux qui, à mon avis, ceux qui ont été désignés dans les différentes fonctions, en ont et l'expérience, oui, et le mérite. Sauf que le paradoxe est que le plus décrié au sein des forces de l'ordre est M. Ansoumane Kamara Bafoué, qui a été bombardé, si vous voulez, rehaussé au poste de directeur général de la police. Qu'en dites-vous sur cette désignation? Il faut Parce qu'il est indexé, il faut le dire ainsi, il faut oser le dire par l'opposition. Il faut se réjouir de la promotion des cadres lorsqu'on est dans l'administration. Naturellement, en l'espèce, on se pose des questions. C'est-à-dire que si l'opposition aujourd'hui disait on a récompensé M. Bafoué pour avoir mené ce qu'il a mené, obtenu des résultats que nous déplorons, nous pleurons tous aujourd'hui, l'opposition aurait eu une position justifiée. Moi, je me pose des questions. Je dis, globalement, en termes de maintien d'ordre, nous n'avons pas eu les meilleurs résultats. Nous n'avons pas les meilleurs résultats. Parce que la police n'est pas répressive. Ouais. Il y a le rôle social de la police. La police des braves gens qui s'occupent des braves gens. Cette police de proximité. C'est ce qui manque aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, tout se passe comme si la plus grande réserve, c'est-à-dire que les meilleurs cadres de la police sont mis de côté, marginalisés, enfin se taisent, ou en tout cas sont marginalisés, ou alors on ne donne pas les moyens, suffisamment de moyens au service de sécurité pour nous sortir de cette impasse-là. D'accord. Nous enchaînons directement avec le deuxième sujet de cette émission. C'est bien cette autre crise qui affecte, disons, le système éducatif. Le système éducatif guinéen, avec bien sûr le SLEG.
Qu'est-ce que vous dites? Parce que même aujourd'hui, pas seulement le SLEG aujourd'hui, mais il y a une autre crise aussi qui vient de s'inviter sur le terrain, c'est cette mésentente au niveau de l'USTG. Et vous avez vu récemment, un congrès s'est tenu à Mamou. Alors là aussi, il y a eu des dissidents. Qu'est-ce que tout cela vous fait réfléchir? Vraiment, ça fait 3 semaines, les enfants ne vont pas à l'école. C'est une préoccupation. Et vous avez mené des démarches. Les crises tout se passe comme les Guinéens, comme si nous sommes en train de perdre le sens du dialogue. Et c'est ce qui a toujours été notre force. Être capable de se retrouver au bon moment. Et de fêter ensemble. De faire la fête ensemble. De se réjouir ensemble. Nous avons été capables de faire ça. Et quand on pense aux difficultés et aux douleurs aussi que nous avons endossées dans l'histoire de notre République, il est important aujourd'hui de se poser la question, mais cet émiettement de la société, cette politisation à outrance, cette interprétation ou ces positionnements politiques excessifs qui réagissent ou qui jaillissent sur tous les aspects, tous les domaines. Sinon, le syndicalisme n'est pas politique. Pas du tout. Le syndicalisme n'a été politique que lorsqu'il était libérateur. Aujourd'hui, on est dans une situation, on est pratiquement dans l'impasse. Et moi, je suis venu rapidement, et je peux même vous dire en courant, parce que j'ai pensé que le SLEG, le corps enseignant, avait besoin du témoignage et de la compréhension de tout un chacun de nous. Et c'est à ce titre que j'ai rencontré M. Aboubakar Souma, c'est à ce titre que j'ai rencontré ses collègues. Je dis encore une fois, peut-être qu'eux, ils ne me croient pas. Je ne suis ni délégué par le gouvernement, ni accompagné par le gouvernement. Ce que je fais ici, je le fais au Bénin, je le fais au Togo. C'est à titre personnel. À titre personnel, au nom de la structure que j'ai l'honneur de représenter et qui a vocation à construire la paix et à favoriser le dialogue. Alors, ce que nous faisons avec les acteurs politiques, l'UFDG, l'opposition républicaine, le gouvernement, nous devons être capables de le faire avec les syndicalistes. Non. Mais j'avoue que je me pose des questions. Lorsque j'ai rencontré le premier jour M. Aboubakar Souma, j'étais à 100% à même de dire, écoutez, il y a une volonté de dialogue, et on va bientôt sortir de ça, et vous ne m'avez jamais vu au Palais du Peuple lors des signatures des accords. Nous faisons le dialogue sans la table. Lorsque les acteurs arrivent à la table, on les laisse entre eux. Depuis 8 ans que le professeur Alpha Condé est au pouvoir, vous ne m'avez jamais vu dans une salle de réunion ou de conférence où officiellement, formellement, on doit signer. Mais je vous garantis une chose. Aucun accord n'a été organisé et structuré à mon insu ou à l'autre insu. Je le fais en tant que citoyen. Je le fais parce que je suis habité par cette volonté de construire le dialogue et favoriser la paix. Mais je demande à M. Aboubakar Souma, tenez-vous bien, acceptez le dialogue franc et ouvert. Le terrain syndical n'est pas du tout un terrain politique. Le terrain syndical est le relais des familles, est le relais de la société. Et lorsque vous avez la possibilité de faire avancer les enfants, vous avez la possibilité de faire avancer la société. Quels que soient les cas de figure, quelles que soient les conditions, il faut accepter le dialogue franc. Je dis bien le dialogue franc, parce que de toutes les façons, ça finira par se savoir. Docteur, vous avez dit quand vous avez rencontré Aboubakar Souma, vous avez eu tout de suite l'impression qu'il était disposé à dialoguer et que la crise pouvait avoir tout de suite une issue favorable, comme je vais l'interpréter maintenant. Alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression, parce qu'après tout, ça n'a pas abouti encore, je ne sais pas à quel jour vous l'avez rencontré, mais il y a quelques jours de cela, ça n'a pas toujours abouti. Est-ce qu'on ne peut pas dire ici que c'est une démagogie? Est-ce que les Guinéens ne sont pas en train de jouer à quelque chose à la démagogie? C'est-à-dire ce qu'ils sortent de leur bouche, ce qu'ils disent, l'impression qu'on voit en eux, ce n'est pas ce qu'ils font en acte. Peut-être que vous avez raison. En tout cas, quand j'ai vu M. Aboubakar Souma, l'impression qui s'est dégagée,
et le sentiment et les interrogations que j'ai aujourd'hui sont différents. D'accord, mais des deux bords, docteur, excusez-moi de vous interrompre, des deux bords, de quel côté vous pensez que vraiment... C'est bloqué. C'est bloqué. Le blocage vient de quel côté? En ce qui me concerne, personnellement. Parce que vous avez suivi les différentes sorties du Premier ministre. En ce qui... Je vous dis, en ce qui me concerne, c'est un espace de 4 jours. J'ai écouté le Premier ministre, j'ai parlé avec le Premier ministre, j'ai écouté M. Souma et j'ai parlé avec les collègues de M. Souma. C'est du côté du Premier ministre que j'ai trouvé la certitude et l'esprit d'ouverture. Je vous le dis, c'est moi qui vous le dis parce que c'est ce que j'ai vécu. Oui, c'est le vécu. C'est ce que j'ai vécu. Concret, voilà. Je ne dis pas, alors, s'il y a la preuve du contraire, qu'on me l'apporte. D'accord. Docteur Sékou Kourissi Kondé est l'invité de comprendre l'actualité ce soir. Nous sommes presque pris par le temps. Docteur, quand vous rentriez dans ce studio, vous avez lâché une phrase que je retiens encore. Le temps est à l'apaisement. Alors, quel appel lancez-vous à vos compatriotes pour qu'ils puissent vraiment se ressaisir? Moi, je pense qu'il faut réaliser que nous avons beaucoup de chance ensemble et que le bonheur de notre pays est à portée de main. La Guinée est un pays béni, à condition que le Guinéen se comporte de façon responsable. Notre société n'est pas politique. Nous ne devons pas l'abandonner entre les mains des politiques. Chacun de nous doit travailler dans le sens de la paix, de la cohésion sociale. Et moi, j'en appelle à la justice. Je pense aujourd'hui que l'indépendance de la justice est l'outil majeur et la préoccupation fondamentale doit être la priorité de notre gouvernement, de notre État. C'est à ce prix que nous allons rassurer tout le monde, combattre les injustices, combattre l'ethnocentrisme et rassembler tout le monde pour une Guinée meilleure. Merci Sékou Kourissi, docteur Sékou Kourissi Kondé, d'avoir répondu à toutes ces questions des experts de cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci Aboubacar Kondé Oscar. Merci et merci aux invités. Emmanuel Bobo et Béavogui. Merci M. Makissa, merci à la technique Fodé et Camara, au cadrage Lamine Cissé. Comprendre l'actualité, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se reprend demain pour un autre numéro. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.